Eu não tomei uma primeira vez. Lembrei-me agora. Bom dia. Bom dia. Agradecia que se sentassem, por favor, para começarmos.
Bonjour, professeur Fischer. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à votre maison. Parce que ma maison ici, merci beaucoup pour votre accueil. Et je de rencontrer aux étudiants, les professeurs, et avec toute la bonté que vous offrez à cette perspective d'orienter et d'ouvrir votre école à des dimensions internationales et surtout aujourd'hui, je parlerai de l'expérience du Canada. Pardon, só por faire a tradução. O professor Fischer diz que é um gosto estar aqui com vocês, com os estudantes e com os professores, e felicita a escola por abrir esta perspectiva internacional sobre esta problemática. Et je suis toujours très heureux la dernière fois par rapport à l'écoute et à l'accueil que vous faites aux dimensions de la recherche qui sont proposées ici dans le cadre de ce cycle pour ouvrir votre propre compréhension à une manière d'apprendre et de vivre notre vie à travers ce que nous faisons. Bom, o professor Fischer disse sempre, eu não gosto de estar aqui, que sublinha a importância da escola abrir-se à investigação e aos dados. Eu não vou traduzir o resto, porque queria introduzir de imediato a conferência. Todo o texto que o professor Fischer enviou foi traduzido para português e está no PowerPoint. Portanto, tem aqui toda a informação. Mais informações que o professor Fischer transmite, o professor Horácio, a professora Isabel farão a tradução e eu próprio. O que é que eu vos queria dizer de mais importante sobre esta temática? Muitos dos dados que aqui estão são dados do Canadá. Aliás, os dados que aqui estão são dos dados do Canadá. É uma investigação muito recente, desta feita, sobre o problema da violência e do abuso sexual das crianças. São dados, volto a sublinhar, do Canadá, não são dados de Portugal. Não sabemos em que medida é que os dados em Portugal seriam diferentes. Mas há dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, muito desses aspectos que se passam na sociedade e em casa são os educadores, são os professores que os conseguem diagnosticar. Portanto, vocês poderiam dizer, mas o que é que nós, como educadores e professores, temos a ver com a violência ou com os abusos sexuais que a criança, porventura, sofra em casa? E aqui estamos a falar só de casa, está bem? Não aparecem entidades da Igreja, que é um tema, como vocês sabem, neste período em Portugal, está na ordem do dia. Portanto, fala só dos abusos em casa, pela família. Só que, como vocês sabem, as crianças, a maior parte do tempo que passam é na escola. A família, porque ela própria está implicada, muitas vezes não denuncia. Tem que ser a escola a fazer. Eu posso dizer que temos tido alguns casos no Jardim Escola João de Deus. Estou-me a recordar de um caso de um Jardim Escola, não vou dizer a região, não posso dizer, mas é bastante longe daqui, Tomar, em que se começou a desconfiar que a criança estava a ser abusada em casa, sexualmente. Chamámos a mãe negou, chamámos o companheiro da mãe, negou, mas as evidências eram muito fortes. E quando avançámos com a ameaça à família, que iríamos comunicar ao Ministério Público e à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, a mãe veio-nos pedir, por favor, não o façam. A mãe sabia que a filha estava a ser abusada pelo companheiro,
só que dependia dele financeiramente. Isto é verdadeiramente dramático. Estamos a falar de uma criança pequena, de menos de 10 anos. A escola tem que atuar, nós atuamos, a criança foi retirada da escola, a mãe retirou a criança da escola, de qualquer maneira o processo foi para a frente e passou a estar na alçada do Ministério Público. Portanto, compete às autoridades investigar, e se for caso disso, penalizar quem cometeu esses crimes, mas compete à escola estar muito atenta a este problema. E, porventura, se virmos que há algum indício, poder atuar. Uma questão importante que não está aqui na conferência, mas já que vos tenho aqui todos presentes. Amanhã, quando vocês forem educadores e professores, se desconfiarem de uma situação destas, como vocês devem imaginar, é uma situação muito melindrosa. Até porque nós podemos ter feito um diagnóstico errado. O que é que vocês devem fazer primeiro? Informar o diretor da escola. Lembrem-se que a escola tem uma hierarquia. A vossa primeira obrigação é informar o diretor da escola. Se porventura vocês verificarem que o diretor da escola, a diretora da escola, não faz nada, porque nós sabemos que muitas vezes, nestes casos, quando chamamos os pais, a maneira dos pais protegerem é retirar a criança da escola. E se for uma escola privada, como é evidente, o diretor não gosta de perder alunos, a diretora, só que a nossa obrigação é continuar a atuar. Não é acusar, isso compete ao Ministério Público, mas é informar as autoridades que desconfiamos que há aqui qualquer coisa que não bate certo, que há qualquer coisa que está errada. E depois compete às autoridades atuarem. É uma situação muito melindrosa, mas que nós temos que fazer algo. E para terminar, deixem-me dizer-vos que às vezes as pessoas dizem: eu não tenho nada a ver com isso. Todos nós temos. Duas frases. O velho ditado popular português, que diz que tanto o ladrão é o que vai à horta como o que fica à porta. Ou, outra frase, que diz: o mal só perdura e acontece se as pessoas de bem não fizerem nada. Então quer dizer que se eu souber, se eu tiver suspeitas que uma criança está a ser vítima de maus tratos, a minha obrigação, primeiro enquanto cidadão, e em segundo e mais importante do que ser um cidadão, eu sou alguém que votou a minha vida à educação e à proteção das crianças. Portanto, tenho a obrigação de atuar, não pactuar, não fingir que não vê. Está bem? Portanto, vamos ver aqui dados, vamos ver definições sobre a questão dos abusos sexuais. Adiantando um bocadinho, é muito interessante ver a diferença daquilo que os pais dizem e aquilo que as crianças dizem. Vão ver a diferença enorme sobre a questão dos abusos sexuais, da percepção dos abusos sexuais. E, enfim, aqui uma nota que achei muito curiosa. Provavelmente, se este estudo fosse feito em Portugal, seria diferente. No Canadá, nestes dados desta investigação, não aparecem maus tratos das mulheres sobre os homens. Aparece só dos homens sobre as mulheres. Vocês sabem que não é verdade? Infelizmente, também há mulheres que maltratam as crianças e também há mulheres que maltratam os homens. Isto agora não é para defender, mas, enfim, acontece. Neste estudo isso não é visível, aparece só o homem como sendo aquele que maltrata. Bon, c'est bien, c'est une petite introduction et à vous.
simple remarque sur le plan de l'organisation. Le travail de traduction a été magnifiquement réalisé. Donc, professeur Horacio va reprendre les termes portugais et moi, je vais développer progressivement le texte français. Donc, merci infiniment, Président Antonio, de ce travail que vous avez fait qui va faciliter la compréhension et aussi après l'échange. Je compte beaucoup pour que vous interveniez sur cette recherche que je vais présenter et que cela vous apporte aussi des forces pour votre propre travail et votre propre vie. Voilà. Ah, não, isso já tem só. Pronto, agradece e diz da importância desta investigação e de poder partilhar convosco esta ambulance avec la recherche. Voilà. Donc, ce que je vous présente, c'est une recherche canadienne. Ao fim, vocês poderão colocar as questões em português que o professor Horácio e a professora Isabel traduzem e tudo o que está escrito aqui em português não vamos traduzir, porque já está escrito. Todos se veem bem lá atrás? Obrigado. Donc cette recherche a été faite par des collègues du département voisin du mien, qui s'appelle le département de psychocriminologie. Donc à l'Université de Montréal, au Canada. Et je voudrais dégager tout de suite deux indicateurs spécifiques de cette recherche. Donc la première indication, c'est que l'étude analyse les impacts psychosociaux des violences familiales sur le développement des comportements délinquants chez les enfants. Cette recherche est absolument originale dans le contexte des travaux scientifiques sur cette question. Pourquoi? Alors, je vous donne un petit commentaire. Portanto, esta investigação é extremamente importante no sentido da investigação propriamente dita no caso da violência familiar. Tem um gás aqui à frente. E as senhoras deviam ter chegado às 11h10. Donc, cette recherche a ceci de particulier, c'est que par rapport à l'ensemble des travaux actuels sur les violences familiales, notamment en Europe, le focus se porte sur ce qu'on appelle les effets psychotraumatiques liés aux violences. Portanto, aquilo que tem acontecido nos estudos na Europa é que as investigações se têm centrado no facto de ter ocorrido um traumatismo inicial da pessoa ligado à violência. Voilà. Et donc, la deuxième indication spécifique de cette recherche, c'est qu'elle montre, elle révèle les caractéristiques affectives et psychologiques des relations familiales qui sont perturbées par ces violences. Portanto, a dimensão psicológica, tanto afetiva como emocional, que ocorre dentro da família, como sendo
potencial catalisador para comportamentos delinquentes e violentos. Et donc ce sont ces relations que cette recherche a mis en évidence Porque esta investigação mete estes dois aspectos em evidência et qui représentent les facteurs perturbateurs de la construction psychique de l'enfant. quais são os indicadores, quais são os fatores que se desenvolvem na construção da nossa identidade, reveladores de mais tarde poderem originar comportamentos violentos. Et donc c'est eux qui vont être en quelque sorte le symptôme E em determinado caso, este é mesmo o sintoma que se verifica, que se observa, por exemplo, em casos clínicos depois de doença mental. déterminant de la personnalité perturbée des enfants. Mostrando claramente a possibilidade de perturbar que os jovens podem apresentar. Voilà. Donc ça c'est deux, trois indications. Alors on va partir maintenant d'une façon un peu plus large pour explorer quels sont les aspects symptomatiques les plus importants Quais são os sintomas mais importantes, talvez aqueles que o António estava a referir, as evidências claras, com certeza, mas les aspects les plus os importants aspectos mais importantes a observar, des symptômes os sintomas que cette recherche a révélés par rapport à la aux violences familiales. dos quais nós temos que estar muitas vezes antecedência à violência familiar. Donc là, je mets en évidence deux facteurs, deux aspects importants. Pour commencer, c'est que pour ces chercheurs, la famille reste le cœur de toute relation humaine et le cœur qui construit toute relation humaine. Donc ça, c'est une première indication. La deuxième indication, c'est que la famille est le lieu central du développement affectif et social des enfants. Donc aujourd'hui, je fais une petite parenthèse par rapport au contexte actuel qui sont liés aux dislocations des relations familiales dans nos sociétés. Donc c'est un aspect évidemment plus compliqué. Et donc le troisième élément, qui est vraiment une hypothèse, mais en même temps une affirmation, c'est que la famille est le lieu privilégié de deux forces psychiques centrales. D'une part, c'est le lieu privilégié de l'intimité, c'est-à-dire c'est là que se vit l'intimité de chacun, et notamment dans ses relations. Et deuxièmement, c'est le lieu privilégié de toute éducation. Aqui é importante dizer algumas palavras, nomeadamente no aspecto relacionado com a intimidade e a educação. É principalmente nas relações de maior proximidade e intimidade que estas questões da violência familiar depois vão ocorrer. Et donc, Tem lugar aqui à frente. Nós não movemos. Os lugares da frente não fazem mal. et donc cette approche sur la violence familiale Portanto, esta abordagem sobre a violência familiar est vraiment un révélateur, c'est-à-dire un indicateur tout à fait essentiel des difficultés et des problèmes à la fois relationnels, affectifs et éducatifs qui se révèlent dans les familles. Donc, je fais un petit commentaire. La violence familiale n'est pas une entité clinique, A violência familiar não é uma identidade clínica, c'est vraiment un processus central é processo central dans la construction psychique et sociale de l'enfant. da criança. Et du coup, eh bien, la violence reste
la violence familiale reste un aspect qui, à mes yeux, et dans cette recherche, apparaît comme l'expression d'une dislocation. A violência aparece como, pardon, D'une dislocation. deslocação Et donc d'une destruction e destruição, voilà, de l'harmonie et de la relation. Et donc c'est ça que les recherches vont mettre en évidence. Alors, encore un préalable général, donc, qui a été fait par cette recherche, c'est de dire, de montrer quelles sont aujourd'hui les principales formes des violences familiales. Alors, bon, c'est pas l'aspect le plus original, mais il a été abordé. Donc, la première forme des violences familiales, c'est les relations parentales, c'est-à-dire les relations provoquées par les parents sur les enfants. Donc, dans ce domaine-là, il y a plusieurs formes d'agression que les parents exercent sur les enfants. Elles sont résumées globalement par deux concepts. D'une part, le concept de maltraitance, que vous connaissez souvent, et deuxièmement, qui est complémentaire, c'est les mauvais traitements infligés aux enfants. Voilà. Donc, je résume simplement et je redonne la définition de l'Organisation mondiale de la santé par rapport à la maltraitance, parce que c'est la définition, on va dire, la plus universellement admise aujourd'hui dans le monde de l'éducation et de la psychologie. Et donc, je la restitue, je vais la lire. Oui. Voilà. Je pense que c'est bien lire en portugais. Voilà. Très bien. Ah ben, Voilà, se queres ler en favor, lisez en portugais. Como vocês sabem, quem já foi meu aluno, nós aprendemos melhor se lermos e ouvirmos ao mesmo tempo. Portanto, é bom aluno. O professor Horácio foi meu aluno. O abuso da criança engloba toda a forma de maus tratos físicos e ou emocionais, de abuso sexual, de abandono ou de negligência, de exploração comercial ou de outra natureza, da qual resulta um dano real ou potencial para a saúde, para a sobrevivência, para o desenvolvimento ou para a dignidade da criança, exercida no contexto de uma relação de responsabilidade, de confiança ou de poder. Portanto, esta é a definição da Organização Mundial da Saúde. Portanto, é a definição oficial para todo o mundo. Merci. Merci beaucoup. Et alors, ils ont dégagé trois formes principales de maltraitance infligée aux enfants, en tout cas dans leur contexte nord-américain et canadien. Alors, la première forme de maltraitance, c'est les actes d'agression physique. Et dans cet élément, ils englobent donc d'une part tous les actes qui entraînent des dommages corporels plus ou moins importants et plus ou moins durables. Alors je vous donne un résultat d'études actuelles sur cette question, dont j'ai complémenté ça. Aujourd'hui, le taux de violence, donc de maltraitance, on entend ici par violence la maltraitance, sur les enfants, 49 pour 1000, qui représente 37% d'enfants battus, bon, physiquement, 26% de blessures et de fractures physiques avec des handicaps durables. Donc, il y a là, d'un
point de vue simplement physique, un impact durable par rapport à la question de la maltraitance. Donc la question physique a vraiment une part importante. Donc le deuxième type de maltraitance, c'est les maltraitances affectives et psychologiques. Alors, sous ce terme, eh bien, on englobe d'une part tout ce qui est dévalorisation de l'enfant, tout ce qui est dénigrement, c'est-à-dire de ne pas respecter l'enfant, de ne pas l'estimer, les menaces, c'est-à-dire développer des processus anxiogènes. Criar situações ansiogénicas ao professor. Voilà. Et enfin, donc, ce qu'on appelle plus globalement les harcèlements. Donc, Já falámos disto, dizer tu és burro, nem pareces bom filho, não tens vergonha, a tua prima, o teu irmão é que é bom, portanto temos aqui não é? Injúrias. Donc, il y a dans cet aspect de violence affective un contexte d'insécurité émotionnelle chez l'enfant et qui va se traduire par des injures, par des insultes, etc. Donc, retenons contexte d'insécurité affective. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est une trame de la vie familiale dans les contextes de violence. Et enfin, le dernier point qu'on a également identifié, c'est tout ce qui touche les négligences et les privations de soins du cœur, ce qu'on appelle le cœur. C'est-à-dire le fait qu'il y a, en raison de l'absence et de privation de soins, des formes de dommages affectifs qui... A falta de privação de cuidados causa uma marca afetiva muito grande. et qui vont s'exercer dans ce moment. Donc ici, vous avez une notion qui apparaît dans les recherches, c'est celle de négligence. La notion de négligence, elle va concerner non seulement l'absence de soins, mais l'absence de responsabilité des parents envers les enfants dans différents domaines. La nourriture, la santé, la présence affective, etc. Et voilà. Donc, oui. Esta negligência e falta de cuidados normalmente é um dos maus-tratos mais difíceis de diagnosticar, só quando é muito evidente. Dou-vos um exemplo, crianças que chegam ao jardim-escola sem ter pequeno almoço, porque os pais chegaram a dormir ou não se preocuparam, em relação à questão da roupa. Portanto, há alguns indícios, porque o maltrato físico muitas vezes nota-se. A criança vem com nódulos negras, dói nos pés, tem dores e dá para ver as marcas. A negligência e a falta de cuidados, por vezes, é mais difícil de se detectar. Infelizmente, a negligência e a falta de cuidados muitas vezes só é detectada em casos extremos. Crianças que morrem porque ficaram presas à cama ou fechadas no quarto, situação que aconteceu aqui em Lisboa, ou, por exemplo, que aconteceu na Suíça, de uma mãe que deixou a criança durante 2 dias fechada e que a criança faleceu. E, portanto, esses já são casos extremos de negligência. Há casos mais não tão fortes e que nós temos que estar muito atentos para ver se, efetivamente, a criança está a ser negligenciada ou com falta de cuidados. Não pensem que isto acontece nas famílias mais carenciadas, muitas vezes é precisamente ao contrário. A negligência
e a falta de cuidados aparecem em famílias de meio socioeconómico elevado. Merci, merci. Alors, à côté de la violence familiale, il y a une deuxième forme de violence qui est retenue, qui est assez connue maintenant et développée, qui s'appelle les abus sexuels. Bon, les violences sexuelles. Bon, alors, c'est un concept qui est très élastique selon les cultures, selon les sociétés, bon, qui s'est imposé récemment, notamment ici dans les pays européens. Alors, le concept englobe plusieurs types d'actes qui sont commis par un parent sur un enfant. Alors, on peut noter qu'il y a premièrement les attouchements des organes sexuels de l'enfant. Donc ça, c'est une première forme d'abus. La deuxième forme, qui est la plus connue et la plus importante, c'est l'inceste. Donc c'est l'acte sexuel d'un parent avec son enfant. Et enfin, la troisième forme d'abus sexuel qui est retenue en tout cas dans cette recherche, c'est forcer l'enfant à toucher l'organe sexuel d'un parent. Donc, il y a une configuration multiple, bien sûr, mais qui dépend toujours des situations. Ici, on ne fait pas l'intégralité de la question, mais on met en évidence les formes qui permettent, du point de vue scientifique et du point de vue psychologique, d'identifier ce qui se passe du point de vue de l'effet d'une violence. Voilà. Só disse que aqui não estão a totalidade dos fatores que podem ser identificados como violência sexual. Há mais, mas estes três, para a investigação da psicologia, são suficientes para categorizar um conjunto de situações que podem ser alvo mais tarde de abordagem. Voilà. Alors, les enquêtes, je vous donne simplement des petits chiffres. Donc, les enquêtes dans ce domaine-là donnent des résultats effectivement différents selon que l'on a interrogé les parents ou les enfants. Alors, justement, 0,1% des parents qu'on a interrogés admettent avoir abusé sexuellement leur enfant. Et dans le même contexte, si on interroge les enfants, eh bien, on a 10% de réponses donc, de ces enfants qui affirment avoir été abusés. Vous voyez? Donc, c'est un indicateur intéressant des différences, mais qui sont du coup significatives, et qui montrent comment est vécue la violence. Vous voyez? Et on a exactement aujourd'hui le même phénomène lorsque on interroge les femmes, par exemple, qui ont été violées. Isto levanta uma questão, e vou dar um salto brutal da matéria, que é, imaginem mais tarde uma situação de trauma psicológico, a pessoa dizer: eu não consigo perdoar ao pai ou à minha mãe, não é? Porque precisamente não admitem aquilo que aconteceu. Portanto, a questão do perdão depois, mais tarde, 1000 anos mais tarde, como é que o trauma psicológico mais tarde vai formar e direcionar a personalidade de cada um de nós. Voilà. Alors, un autre chiffre encore pour ce résultat. D'autres études montrent effectivement que les abus varient en fonction de la définition que l'on donne à la violence sexuelle dans un contexte. Donc, exemple, j'indique, si par exemple, dans un contexte social,
le viol est défini par la seule pénétration sexuelle, eh bien vous avez 1% de réponse dans cette hypothèse. En revanche, si le viol est défini par les attouchements, vous avez 19% de réponse comme étant une violence sexuelle. Donc là aussi, ce sont des indicateurs, je dirais, qui montrent que la réponse n'est pas dans le seul acte physique de la sexualité, il est dans la manière dont il traumatise la personne concernée. Et donc, le vit. Voilà. Não deixa de ser menos grave. D'accord. Bon, alors, troisième forme de violence qui est définie, c'est ce qu'on appelle les conflits conjugaux et les violences conjugales. Donc, on appelle violence parentale, abus sexuel, conflit conjugal. Donc, ce terme englobe les violences diverses qui sont faites entre et qui se développent entre les partenaires conjugaux, c'est-à-dire à l'intérieur du couple. Et donc là, nous avons des expressions classiques qui sont étudiées dans d'autres types de recherches, que je fais rapidement énumérer. D'une part, les agressions physiques, par exemple les gifles, la personne est battue, etc. Donc tout ce qui touche l'aspect corporel, on va dire, du partenaire. Ensuite, vous avez les violences psychologiques, l'intimidation, l'humiliation, le mépris, toute cette configuration qu'on désigne donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, sous le concept de harcèlement, c'est-à-dire du fait qu'on cherche à diminuer la valeur psychologique de l'autre. Diminuir o valor psicológico do outro. Na questão que o professor introduziu aqui como uma matéria que é o assédio. Não está aqui nas notícias próprias, introduziu também o assédio que é Aqui só pensem que pode ser do homem para a mulher ou da mulher para o homem, está bem? Aqui só está do homem para a mulher. L'autre aspect, troisième, recensé, c'est les rapports forcés sur le plan sexuel. Et enfin, le dernier dans ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle les comportements répressifs, c'est-à-dire les surveillances, les limitations de la liberté, comme par exemple, j'ai eu récemment, donc, comme j'accompagne pas mal de personnes qui sont violentées, notamment des femmes qui ont été violées dans le cadre conjugal. O trabalho na área dos psicotraumatismos, nas questões dos traumas conjugais. Alors, une femme a raconté ce qui est un comportement actuel assez développé. Son mari a visité pendant un certain temps son smartphone et notamment ses relations, il est tombé sur une relation avec une personne et donc ça a donné l'explosion de la famille. Voilà. Donc ça c'est un autre aspect, mais aujourd'hui on va amplifier à travers les technologies numériques, etc. Donc du coup, ce qu'on doit retenir de mon point de vue, c'est pas seulement les actes physiques, les énumérations, c'est le fait que toutes ces violences provoquent des souffrances psychiques qui sont précisément liées à l'intrusion que représentent les violences. Donc ça, c'est, du point de vue de notre travail de psychologue, l'essentiel. Et donc, la violence conjugale, de ce point de vue, elle représente aussi un
qui est exercée sur l'autre par quelqu'un qui a une caractéristique essentielle, c'est que c'est en principe la personne la plus intime de sa vie, c'est-à-dire celle qu'on a le plus aimée. Et du coup, eh bien, tout ça, ça explose. Et donc, la majorité des femmes qui sont victimes de violences de la part des hommes sont dans un état de psychotraumatisme, dont vous connaissez, qui s'appelle le post-traumatisme, voilà, qui est la dénomination, disons, psychiatrie clinique commune pour identifier, diagnostiquer les symptômes liés à ces violences. Donc, ces différentes formes, donc je conclue pour passer au prochain point, donc ces différentes formes de violence ne sont pas à considérer comme un fait isolé, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, des entités cliniques ponctuelles, mais elles sont toujours à replacer dans le cadre notamment d'une approche thérapeutique, dans un contexte familial qui a une histoire, qui a un développement et qui a ses propres caractéristiques conflictuelles. Voilà. Et hier, justement en particulier, quand on a parlé de ça avec le président Antonio, il me disait qu'ici, le contexte de la violence n'est pas celui que je lui ai présenté dans le cadre nord-américain, mais qu'il est effectivement articulé autour de relations hommes-femmes au sein du couple qui n'est pas le même. Voilà. Donc je ne veux pas passer à la suite, on pourrait reprendre des choses. Donc, le deuxième aspect qui est maintenant plus lié à la recherche nord-américaine que je développe, c'est que cette étude a montré quelles sont donc les interactions, les relations, si vous voulez, entre les violences familiales qui sont exercées dans le cadre d'une famille et le développement de comportements délinquants. Et ça, c'est vraiment la nouveauté et je pense l'actualité de ce type de recherche avec les informations qu'elle comporte. Alors, la première question que cette étude a posée, c'est est-ce que la famille est un facteur criminogène? C'est-à-dire, est-ce que, et ça n'a pas été envisagé, disons, de cette façon-là, jusqu'à présent. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des facteurs, disons, de psychocriminalité dans le contexte familial? Bien. Deuxième question. Quelle est son influence active sur les enfants? Et enfin, dernier point que cette étude a montré, c'est quels sont les facteurs familiaux les plus significatifs qui vont favoriser la conduite délinquante chez les enfants. Voilà. Donc, on va reprendre ça maintenant un peu à mesure. Alors, premièrement, les caractéristiques psychologiques des familles qui ont été étudiées. Comment comment cette étude, ces chercheurs, ont retenu les composantes structurelles des familles. Et donc, ils ont dégagé deux types de familles qui sont les plus vulnérables à ces processus de violence et de psychocriminalité. Premièrement, ce qu'ils appellent les familles conflictuelles. Et deuxièmement, ce qu'ils appellent les familles inexistantes. Donc, parce qu'ils
voulais savoir, effectivement, est-ce que, par exemple, toutes les familles violentes sont des familles conflictuelles? Est-ce que toutes les familles violentes sont des familles qui s'appellent inexistantes? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui fonctionne du point de vue familial. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on appelle, et qu'est-ce qu'ils appellent une famille conflictuelle? Donc, j'ai retenu ici 4 facteurs qui sont les caractéristiques de ce type de famille. Premièrement, une déficience structurelle des relations familiales. C'est-à-dire, il y a une sorte de décomposition, de dislocation généralisée du fonctionnement familial. Deuxièmement, un manque de contrôle parental sur les enfants. Les enfants, les parents sont vraiment dans une irresponsabilité par rapport à leur fonction, à leur rôle et à leur place. Les parents n'occupent plus de place, vraiment. Donc ça, c'est aussi aujourd'hui un élément, je veux dire, déficitaire par ailleurs. Ensuite, troisième caractéristique, un manque d'affection. C'est clair que le manque d'affection, en tout cas dans mon expérience, est toujours, je dirais, un indicateur majeur d'un déficit psychologique et même social, relationnel, dans un contexte de groupe. Portanto, é um indicador muito forte nesta questão de identificação da família unificada. Falta de afeto. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a plus de relation. Não há amor, não há relação. Ça, c'est aussi, je veux dire, une lecture clinique d'un contexte extérieur. Esta é a leitura clínica da própria experiência viva. Et donc, enfin, le dernier point, c'est la notion. C'est là, la déficience. Donc, le dernier point, c'est donc la déficience de la relation. Donc, ça, c'est ce qui caractérise un premier type de famille par rapport à ces violences, famille conflictuelle. Le deuxième type, c'est ce qu'ils ont appelé la famille inexistante. Alors, qu'est-ce qu'il indique par là? D'abord, alors il y a trois choses que j'ai retenues. C'est un défaut de présence parentale. Alors, exemple, et ça je l'ai, disons, trouvé durant un de mes séjours à l'Université de Montréal, une étude complémentaire qui a été faite à ce sujet et qui a montré que 70% des enfants de 12 ans, pratiquement dans la grande agglomération de Montréal, qui comporte à peu près 3 millions d'habitants, eh bien, ils n'ont, donc 70% de ces enfants n'ont jamais vécu avec leurs deux parents. Portanto, este é um dado de uma investigação complementar que nós estamos a abordar, que tem a ver com, há uns anos atrás, talvez 15 anos atrás, uma investigação no Canadá, no estado do Quebec, onde existe mais de 3 milhões de habitantes, revelou que 70% das crianças que estavam vivas na altura, com a idade de 12 anos, isso é entre os 10 e os 12, pelo menos, 70% delas nunca tinham vivido com o pai e com a mãe juntos. Sempre, na vida, desde que cresceram, 70% deles, à idade de 12 anos, nunca tinham vivido com o pai e a mãe juntos. Mas isto é uma investigação complementar dans cette expérience au Québec. Oui, c'est à Montréal. À Montréal. Oui, c'est pendant un de mes derniers séjours. Et donc, ils ont ajouté que, donc, parmi ces 70%,
ces 70% ne vivaient qu'avec un parent. Ils n'ont jamais connu les deux parents. E nunca tinha conhecido, Voilà. literalmente, o pai ou a mãe. Donc ça, c'est un élément factuel. C'est um dado factual, não estatístico. Et c'est pour cela que, justement, il montre que ça définit une famille inexistante. Voilà. Alors, la deuxième caractéristique, c'est que ce sont des familles, évidemment, profondément désunies. C'est-à-dire une famille, en quelque sorte. Il n'y a pas une base, un background sur lequel on s'appuie la structure, il n'y a pas de structure. Voilà, c'est ça. Le troisième et dernier élément, c'est que les enfants, la majorité de ces enfants, se développent dans un état affectif et relationnel qui est comme un désert. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Donc, vous voyez bien que ce manque, ce déficit d'affection et de relation est vraiment une base clinique et pathologique de développement des conditions. Novamente, este é um fator essencial na prevenção, no controle e na observação direta dos conflitos para identificar as doenças adultas. Voilà, donc ça c'est un premier indicateur qui ressort de cette approche des relations, c'est-à-dire à quel type de relation est-ce qu'on a affaire au niveau des familles quand on étudie les violences. Donc, deuxième élément, c'est ce qu'ils ont appelé la nature des interactions sociales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit comme relation dans ce type de famille. Et donc, là, ils ont dégagé, et c'est à partir de cet élément qu'on va montrer les principaux résultats. Donc, ils ont dégagé plusieurs indicateurs. Donc, les indicateurs sont vraiment très importants pour comprendre après le résultat. Premièrement, quel est l'attachement des parents à leurs enfants? Deuxièmement, quelle est la qualité de la communication dans ces familles? Troisièmement, quelle est l'atmosphère, l'ambiance familiale globale? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dispute tout le temps? Est-ce qu'il y a la compréhension, etc. Quatrième élément, est-ce qu'il y a des règles dans le fonctionnement familial? C'est-à-dire, est-ce qu'on mange ensemble à des heures du repas? Est-ce qu'on rentre le soir à des heures? Est-ce que les parents fixent les choses à ce niveau-là ou pas? Quatrièmement, ce qu'ils appellent la supervision parentale. Est-ce que les parents sont présents pour voir comment les enfants vivent, fonctionnent, qu'est-ce qu'ils respectent, etc. Et enfin, le dernier point, c'est l'existence ou non de ce qu'ils appellent, de ce que les chercheurs appellent des méthodes éducatives dans la famille. Exemple, est-ce qu'il y a des punitions ou pas? Est-ce qu'il y a des types de sanctions ou pas? Est-ce que c'est permissivité, genre non-directivité de Rogers en thérapie, etc. Voilà. Donc, c'est tout ça que l'on a essayé d'évaluer à partir de ce type d'objet. Donc, c'est là que nous avons les questions-réponses les plus intéressantes par rapport à cette recherche. Perdão, eu tenho que sair, tenho agora a conferência do Grêmio Literário do professor Eduardo Marcelo Grilo, que é meu convidado, portanto tenho que lá estar. A
conferência continua, está bem? Travaille sur la soirée. Voilà, donc nous allons dégager les résultats de ce type d'études, et puis après, eh bien, si nous avons le temps, on va échanger selon les questions que vous avez par rapport à ce que cette recherche a, disons, éveillé et réveillé chez vous. Portanto, vai apresentar agora os questões de investigação e depois, no final, se desejarem, podem fazer as vossas questões. Donc, deux, trois remarques générales avant de passer à l'explication. La première remarque, c'est que cette recherche, bon, ça c'est le premier résultat global, a établi une corrélation significativement élevée entre la plupart des facteurs familiaux étudiés, c'est-à-dire celles que je viens d'indiquer, hein, c'est-à-dire l'attachement, la qualité de la communication, etc., etc. Donc, corrélation significativement élevée entre la plupart, la majorité des facteurs familiaux étudiés et l'émergence d'un comportement délinquant chez les gens. Donc ça, c'est une première, je veux dire, révélation étonnante de cette recherche. Alors, deuxième aspect que je n'ai peut-être pas indiqué suffisamment, c'est que la corrélation, donc on va se dire, la corrélation de ces facteurs. Portanto, a correlação destes dois fatores que estão a ver entre fatores de violência doméstica e a relação entre as duas variáveis, violência doméstica e comportamentos delinquentes, Et le développement des comportements délinquants est une corrélation qu'on appelle différée. porque é uma correlação diferida no tempo. O que é que isto quer dizer? Alors, et ça, c'est un élément extrêmement révélateur parce que vous trouvez exactement les mêmes conclusions dans les manuels de stress post-traumatique concernant le fait que l'état d'un traumatisme ne se révèle pas tout de suite. Portanto, o resultado do trauma psicológico não se vê de imediato. Vai se ver muito mais tarde na pessoa, os resultados. Et donc, du point de vue clinique, Portanto, do ponto de vista clínico, il y a là quelque chose qui doit nous aider à la compréhension de l'émergence de ces processus psychiques. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de regarder les phénomènes à travers nos fenêtres visibles. portanto, nós temos habitualmente tendência para ver aquilo que acontece aos outros pela nossa própria janela invisível. Normalmente nós temos aqui que compreender que não é o conhecimento real que causa o trauma, mas é a forma como a pessoa representa mentalmente aquilo que aconteceu na realidade. Portanto, não é o que aconteceu na realidade, é a forma como a pessoa representa mentalmente aquilo que aconteceu. São coisas completamente diferentes, são dois mundos. Aquilo que aconteceu, a duas pessoas da mesma forma, ao mesmo tempo, na mesma circunstância, pode causar traumas completamente diferentes no futuro na pessoa, porque não é o conhecimento real que causa o trauma, mas é a forma como nós representamos mentalmente o trauma e a realidade. E nós temos tendência a ver a realidade com os nossos olhos e não
responsabilidade de um com os outros. Ça veut dire, É isto que o senhor estava a pensar, certeza absoluta. ça veut dire qu'il se passe dans tous ces phénomènes et dans toutes ces situations familiales, souvent entre 5 et 6 ans, avant que les comportements de délinquance apparaissent. Portanto, Se manifestent. é um período de 6 anos, diferido do tempo, em que, após a vivenciar um conjunto destes fatores, de forma intensa, repetida, etc., são originários estes comportamentos delinquentes no futuro, 6, 7 anos mais tarde. Et c'est ça qu'on appelle un impact différé du point de vue psychologique et psychotraumatique. Voilà. É aquilo que nós chamamos de trauma diferente do tempo do ponto de vista do Donc ça c'est très très important de donner cet élément. Alors le deuxième résultat, disons en général, qui se dégage, c'est que de façon plus précise maintenant, ce qu'a mis en lumière cette recherche, c'est que c'est l'absence du père et de sa place qui va influencer l'enfant dans le facteur ou comme facteur déterminant du comportement de l'enfant. C'est a ausência do pai. D'accord? Donc là, c'est une des causes structurelles principales Uma das causas principais do seio familiar qui a été identifiée foi identificada comme un facteur de délinquance. como fator de delinquência. Et donc, en complément, c'est dans la mesure où le père est non seulement absent, mais non agissant au niveau d'un contrôle parental, c'est-à-dire qui n'offre pas suffisamment de sécurité aux enfants, que ceux-ci ont le plus tendance à s'enraciner dans les comportements délinquants. Vous avez compris? Bon, j'espère. Donc ça, ce sont les éléments de résultats généraux qui se sont dégagés de ce type de recherche. Et donc, je remets en perspective les aspects de l'interaction sociale que j'avais présentés un peu plus haut, c'est-à-dire donc l'attachement aux parents, la qualité de la communication, l'atmosphère familiale, l'existence de règles, la supervision parentale et enfin l'existence ou non de méthodes éducatives au sein de la famille. Donc c'est pour le rappel. Alors maintenant, quelle est l'interprétation que c'est l'explication. Voilà. Alors, quelles sont les interprétations que les chercheurs ont données à cette étude et au phénomène quand même troublant qui se sont décrits? Alors, première explication, cette étude, elle a mis en lumière les enjeux psychiques du développement de la personnalité des jeunes au regard des violences familiales. Donc, autrement dit, pour commenter et pour traduire, il y a 3 composantes essentielles que cette recherche a mis en évidence. Portanto, há 3 aspectos essenciais que esta investigação põe em evidência. Premièrement, Primeiro,
esquema do tipo de relação que existe no seu familiar. Et enfin, troisièmement, l'émergence de comportements délinquants. E a emergência, o surgimento de comportamentos violentos. Donc, ce qui est intéressant du point de vue scientifique, c'est qu'il n'y a pas de relation causale unique. Do ponto de vista científico, não há nenhuma relação causal inicial. Les violences n'engendrent pas de façon directe des comportements délinquants. A violência, portanto, a violência não causa diretamente comportamentos delinquentes. Donc il y a une complexité de forces qui agissent dans chaque situation humaine et sociale. Há sempre conjunto de fatores que temos que ser estudados e explicados para conseguir explicar de alguma forma o comportamento humano. Donc ça c'est le complément. Alors la deuxième interprétation qui se dégage de cette recherche, c'est que cette période particulière de la vie de l'enfant, elle est marquée par la cristallisation de l'identité chez l'enfant qui devient jeune et la recherche de l'autonomie. Donc deux facteurs qui sont effectivement très cruciaux à ce moment-là. Autrement dit, c'est l'affirmation de soi et le fait de devenir quelqu'un d'indépendant et d'autonome par rapport à ses parents. A necessidade de vir separar e ser autónomo dos meus pais. Voilà, donc ça c'est une composante complémentaire. Alors un autre élément, un troisième élément qui a été proposé comme explication, c'est que la présence, ou non d'ailleurs, d'un modèle d'identification, ce qu'on appelle un modèle d'identification pour le jeune, dans la société, par exemple, les modèles d'identification, c'est les stars, c'est les footballeurs, ceux qui aiment le football, etc. Donc, dans la construction de la personnalité, cette phase de la vie est très décisive par rapport à cette question du modèle d'identification. À qui est-ce que je m'identifie au sein de la famille? O professor chama aqui a atenção que esta fase na infância é uma fase muito importante, porque é aqui que nós escolhemos os nossos, com quem nos identificamos, quem gostamos, com os quais nós gostaríamos de ser iguais, e muitas vezes os valores e as referências que nós temos não são as mais importantes para prevenir estes comportamentos agressivos. Portanto, pelo caso do futebol, pelo caso de ter muito dinheiro, etc. A maior parte das pessoas são os motivos pelos quais se devem identificar com quem o algo, mas que não devem ser esses, de facto, os mais importantes. E aqui o pai tem um papel muito importante na decisão, tomar a decisão que os filhos podem fazer essa fase, da escolha com quem se identifica. Et donc, dans ce processus-là, le modèle d'identification, c'est pas n'importe quoi. C'est le modèle d'identification aux parents du même sexe que soi. Não é uma identificação qualquer, a identificação tem que ver com a identificação sexual. Menino, pai, menina, mãe. Et c'est la raison pour laquelle les comportements délinquants des garçons sont les plus marqués en raison du déficit du père et de la place du père dans ce type d'études et dans cette société. E aí, o professor diz, os meninos é quem mais sofre deste tipo de contexto, porque são aqueles que vão ter mais problemas no futuro
sofrer este trauma afetivo. Bon, alors du coup, on a, E daí explica muitos comportamentos dos princípios mais tarde. on a une explication et on a une clé pour Foi assim que comprendre ensinado, foi assim que ensinado ao professor Rasco e ao professor Fischer, foi assim que ensinado. que c'est à travers ce processus que chaque garçon, par exemple, construit sa personnalité et se construit psychologiquement. Autrement dit, à travers l'identification avec le modèle du père. Si le père est absent, eh bien, il n'y a plus de structure dynamique dans la composante psychique de la personnalité. Se o pai não está presente, não é fácil construir a identidade masculina e feminina. Não sei se é assim. Temos de discutir isso depois mais tarde. Donc c'est également valable pour les filles par rapport au modèle maternel. D'accord? E aí, reforçou aquilo que eu já disse, que isto é exatamente, passa-se exatamente da mesma forma entre as meninas e as mães. Et donc, d'une façon globale, on va dire que donc, l'absence d'un modèle parental ne peut être que nuisible au développement de l'enfant et il conduit à ce que ces chercheurs nord-américains ont appelé la confusion d'identité. Donc, le comportement délinquant dans ce processus psycho-affectif se développe comme une confusion d'identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeune ne sait plus qui il est. Non pas qu'est-ce qu'il fait, c'est qui il est. O desafio de identidade é os jovens não saberem aquilo que são, não é aquilo que falam. Mais non, il ne sait pas. Il ne sait pas qui il est. Porque eles não sabem quem são. Voilà. Il ne sait pas qui il est. Donc, il y a là un déficit de l'identité. Tem déficit de identidade. C'est ce qu'on appelle la confusion d'identité. Et c'est une question fondamentale. Moi, j'ai demandé, quand je travaille avec des étudiants, la question de l'identité. Quando eu trabalhar e quando eu trabalho com os alunos e estudo sobre a sua própria identidade, À l'université de na Montréal, Universidade de Montreal, je leur demande de sortir une feuille tirem a folha et je leur demande de répondre 10 fois à la question e qui suis-je? e pôr 10 linhas e dizer quem eu sou. Eu sou, continuar, eu sou, continuar 10 Qui vezes. suis-je? Et après, on échange. C'est-à-dire comment, au fur et à mesure de la réponse, apparaissent d'autres façons de se voir, de se comprendre, et c'est tout ça qui va agir dans la manière dont on perçoit son être profond. E a forma como nós respondemos àquelas 10 questões mostra-lhe algum aspecto relacionado com aquilo que nós realmente somos. Il n'y a pas d'action psychique, disons, structurée vers l'extérieur ou même vers soi, si on n'a pas de force en termes d'identité par rapport à la compréhension de soi-même. Mas para isso temos que ter modelos que nos permitam identificar com eles para que nós possamos pessoalmente fazer isso por nós mesmos. Alors, je termine par justement un petit résumé d'un ami qui est psychologue canadien et qui a écrit en français aussi un livre à Montréal qui résume un peu cet aspect et qu'il a intitulé Père manquant, fils manqué. Alors, on arrive à traduire ça. Père manquant, Portanto, pai ausente, donc c'est un résumé. portanto, resumindo todas estas características que nós tivemos a falar, nos fatores, pai ausente, filho ausente. Voilà. Le père manque, Portanto, o pai falta,
je vais faire maintenant quelques petites conclusions. Voilà. Donc, ce qu'a révélé cette étude et qui est valable aussi pour nous ici en Europe, c'est que les délinquants sont, dans leur grande majorité, issus de familles où le père est peu présent. Donc je ne dis pas absent, mais peu présent, et notamment pas dans une présence physique, mais comme présence affective. Présence affective. La présence n'est présence que si c'est l'affection qu'on donne et si c'est l'amour. Il n'y a pas rien d'autre dans la vie. Donc, c'est des forces qui se dégagent, ou des absences de forces qui se dégagent de déficits affectifs dans les familles par rapport aux enfants. Et donc, les absences parentales vont notamment se traduire comme des manques de compréhension et de disponibilité aux enfants. Ce n'est pas l'absence physique qui est déterminante, c'est qu'est-ce que révèle l'absence physique. L'absence physique révèle toujours, d'une façon ou d'une autre, un manque d'affection dans ce type d'objet. Voilà. Donc, c'est un élément auquel nous avons à être attentifs en tant que psychologue et en tant qu'attentifs à la valeur psychique de nos vies, pas seulement au caractère, je veux dire, extérieur. Donc, et j'insiste là-dessus, la caractéristique du père absent est toujours une expression d'une négligence. L'absence n'est pas, encore une fois, purement physique. L'absence est révélatrice de négligence. Et donc c'est ça le moteur. Le point complémentaire que je donne, c'est que le manque du père, donc le moment pour le jeune, il est d'autant plus crucial que le jeune a besoin du père pour construire son identité. Donc c'est pas neutre, c'est pas pour faire de l'émotionnel, c'est pas pour faire de la psychologie, c'est parce que c'est un moment extrêmement important dans la vie de l'enfant pour qu'il se développe. Et enfin, le dernier point, c'est donc que on a envisagé, à travers cette étude, une multiplicité d'expressions de déficience qui ont été interprétées, mais pas seulement, comme étant à la base de nombreux comportements antisociaux chez les jeunes. Et plus tard, évidemment, la vie ne s'arrête pas à l'adolescence ni chez les jeunes, mais après, les enfants portent leur bagage traumatique en la suite de leur vie. Ça ne s'arrête pas, évidemment, à l'adolescence. On a fixé, disons, ce moment de la naissance
comme une radiologie du développement comportemental de l'enfant, mais s'il est impacté par un tel traumatisme, ce traumatisme, il se perpétue, il se réactualise. A vida não termina na adolescência, foi o que o professor disse. Portanto, toda esta bagagem que a criança foi alvo na sua infância pode perdurar e perdura em muitos casos na vida adulta e vai marcar a pessoa para o resto da vida. Estamos aqui a falar de um processo de trauma diferido de 6 anos, aí rapidamente se vai verificar uma correlação muito forte, não direta, de comportamentos delinquentes na adolescência, mas chama aqui a atenção que isto vai perdurar em muitos casos, em 30% dos casos, na fase adulta. Alors pourquoi, justement, je termine par là? Parce que la présence et la façon d'être des parents près des enfants, A forma de estar e viver próximo dos pais têm das crianças, ce sont des nourritures affectives et psychiques. é o alimento afetivo e psíquico que a criança está a ter. Des nourritures Alimento. et qui vont être une structure dynamique dans la vie ultérieure. Vous voyez, ça ne s'arrête pas. Uma forma dinâmica de vida que se vai alagar Dans la vie ultérieure. na vida interior da pessoa. Et donc, c'est là qu'est la véritable question. C'est que les facteurs traumatiques, Esta é a verdadeira questão. dans toutes les situations humaines, Os fatores traumáticos, todas as situações humanas, ont tendance têm tendência à se répéter a repetir-se. et non pas à se transformer. Et donc, tout le travail, notamment de la thérapie, c'est de transformer l'obstacle que représente l'handicap affectif du jeune vers une force qui l'aide à vivre. Portanto, por estranho que pareça, quando nós passamos por situações traumáticas, em vez de pararmos do ponto de vista de repetirmos, já sabemos que, em parte, isso não acontece. Do ponto de vista dos comportamentos no ser humano, nós temos tendência a repeti-los e não a transformá-los. Portanto, o nosso trabalho individual, cada um de nós, em relação ao trauma que possamos ter, não é de forma alguma voltar a tudo de forma mesmo que seja direta, mas sim transformá-lo e fazer com que esse trauma seja suportado do ponto de vista da angústia que cada um de nós tem fácil. Há bocadinho o professor falou de uma coisa relacionada com o diagnóstico. O diagnóstico que as pessoas têm não é violência doméstica. O diagnóstico que as pessoas têm é, do ponto de vista dos resultados do trauma, é pós-stress traumático na classificação das doenças mentais, a perturbação da ansiedade. A perturbação da ansiedade origina a perturbação pós-stress traumático. E, portanto, o diagnóstico é pós-stress traumático, ansiolíticos e Voilà, on va peut-être arrêter. Alors, merci beaucoup. Alors, j'attends vos questions. Espero que vocês perguntas. Não é obrigatório haver perguntas, mas se quiserem alguma. Merci beaucoup pour votre présentation et une excellente leçon. J'écris ma question parce que c'est plus facile, c'est plus rapide à faire. Il était deux questions. La première était, dans un monde globalisé où la multiculturalité est un fait.
peux parler un peu plus loin si vous voulez. Dans un monde globalisé, où la multiculturalité est un fait, et où les minorités culturelles ou d'origine géographique différentes doivent être respectées, comment protéger les enfants de ces minorités sans être accusés de néocolonialisme culturel? C'est la première question. Je peux traduire. No mundo globalizado, a multiculturalidade é um facto, e onde as minorias culturais ou de origem geográfica diferente devem ser respeitadas, como proteger as crianças destas minorias, não é? Proteger as crianças que estão nestas minorias sem se ser acusado de neocolonialismo cultural. Et la deuxième question était que dans votre recherche, vous parlez de la violence des jeunes par rapport à l'absence du père. De la violence par rapport de l'absence du père. C'est là. À partir de l'absence du père, qui était le modèle d'identification. Et les filles qui sont délinquantes, elles ont besoin de la figure du père aussi, ou la présence de la mère insuffisante. O professor falava aqui no seu trabalho sobre a violência dos jovens em relação à ausência do pai, parece que são pequenas jovens rapazes. Eu perguntei das raparigas que não têm o pai como modelo, o que é que se passa em relação à sua identificação com a mãe. É bem, merci beaucoup, professeur. Alors, merci pour toutes les questions fort importantes. Alors, je prends la première qui est liée à la question, on va dire, que je résume, c'est la protection par rapport aux enfants et des parents par rapport aux enfants, d'après ce que j'ai compris. Alors, il y a effectivement une réponse que j'ai constatée qui est d'ordre culturel, qui est liée aux sociétés. Je vois ici, vous avez une relation, on va dire, très maternante aux enfants dans la société portugaise, telle que je le vois en tant que travailleur international et étranger. Et je me suis demandé comment cela imprègne la manière de développer l'aspect relationnel dans la famille. Est-ce que, parce que c'est aussi une question que je me pose, est-ce que ce type de comportement, disons, de protecteur, a une influence positive sur le processus relationnel à l'intérieur de la famille? Donc, je n'ai pas de réponse en tant que telle, j'ai plutôt une autre question. Mais qui est une question, je pense, à mes yeux, qui est une réponse dans la mesure où elle définit une sorte de support positif par rapport à un contexte familial. Le déficit, à mes yeux, du contexte, enfin, un des déficits du contexte familial, c'est le déficit de la protection, mais pas de la protection physique. Voilà. Mais pour les autres, on n'a pas compris. Da sociedade em que se está, independentemente do grupo
Alors, c'est un problème. À développer, mais je crois que l'aspect culturel dans ce que je présentais est vraiment important. Et on ne considère pas assez la dimension culturelle dans les processus, mais oui, mais dans les processus de développement de l'enfant. Hein, et ils sont, voilà, ils sont marqués. Hein. Et moi, quand je travaille depuis 25 ans en Amérique du Nord, eh bien, c'est pas le même monde. C'est ça, on n'est pas du tout dans une compréhension universelle des comportements psychologiques. Hein, c'est ça. Et du coup, moi aussi, j'ai dû ajuster ma propre compréhension par rapport à la vie nord-américaine. Comme le facteur individuel qui est central en Amérique du Nord. On ne comprend rien en Amérique du Nord dans le comportement si on ne saisit pas la valeur absolue de l'individu. L'individu, c'est le centre du monde. Pas ici. Et donc, alors, je réponds maintenant à la deuxième question, si vous voulez bien. Alors, celle-là, elle est un peu plus compliquée, à savoir la présence du Père, comme j'ai appelé, et vous demandez quelle est son importance par rapport à la fille aussi. Bon, alors, cette étude n'a pas considéré cette question. Voilà. Mais moi, je la considère de façon plus large. Voilà. Mais par rapport à un aspect général, l'enfant ne se développe jamais que par rapport aux deux. Tout enfant structure sa propre personnalité en fonction d'une relation qui n'est pas monoparentale, qui est les deux parents. Or, ça c'est un gros problème. Aujourd'hui, les caractéristiques traditionnelles de la famille ont explosé dans la société occidentale en particulier. Donc, il faut regarder quel déficit entraîne l'absence d'aval. Voilà. On a des résultats qui sont ponctuels par rapport à ce que j'ai dit des familles monoparentales. Mais aujourd'hui, par exemple, nous avons de nouvelles structures. Comment les structures familiales homosexuelles impactent le développement de l'enfant. Alors, on a des recherches, mais de mon point de vue, sont biaisées. C'est des hypothèses fausses, c'est des hypothèses qui sont faites à la base d'idéologies féministes et transgenres, et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc là, il y a un problème qui est scientifique, mais qui est aussi métaphysique, puisque les hypothèses partent de la valeur structurante d'une relation homosexuelle. Voilà. Donc, ensuite, autre chose, c'est maintenant les nouvelles compositions des familles transgenres.
Voilà. Ensuite, vous avez les composantes de familles lesbiennes, essentiellement lesbiennes, donc pas homosexuelles. Voilà. Et donc là, il y a des études, il y a des résultats, mais qui sont essentiellement en Amérique du Nord. Et les études dans ce domaine-là sont issues d'universitaires qui sont exclusivement soit homosexuels, soit lesbiennes. Voilà. Donc, ils s'alimentent des hypothèses et des conclusions qui vont dans le sens non pas scientifique, mais idéologique. Voilà, donc ça, là, il y a un autre... Bon, donc, je reviens quand même à la question, mais pour moi, par rapport à la présence du père et de la mère. Aujourd'hui, on ne peut pas raisonner d'une façon restrictive en focusant la question soit sur le père, soit sur la mère. Il faut toujours partir de la réalité. Est-ce que cet enfant a un père, a une mère, et est-ce qu'il la voit? Est-ce qu'il interagit avec elle, soit dans l'alternance parentale ou pas? Et c'est ça qu'il faut regarder. Mais ce ne sont pas des solutions satisfaisantes du point de vue psychique. On est dans des situations... Voilà, on est dans des situations qui ont un déficit psychologique et affectif. Merci à vous. Merci beaucoup. Mais